c'était le jeûne, aller me purifier. Donc on ne voulait pas me donner à manger pour mon bien. C'était pas malveillant. C'était vraiment pour mon bien, parce que dans la réalité, ils voulaient m'aider. Je dormais d'épuisement, je dormais pas de sommeil, parce que j'avais de telles douleurs. On me donnait des petites granules homéopathiques pour soigner une douleur qui était très très violente, là où il aurait fallu presque de la morphine. C'était absolument terrible. C'est ainsi que commencent toutes les légendes. Il en sera de même pour nous ce soir. Et je vous dirai tout simplement, c'est une très vieille histoire. Seuls les initiés ont le privilège de voir ce deuxième film réalisé par Jody Mambroux. Derrière le visible se cache le secret, et pour partager le secret, il faut entrer dans le sanctuaire des Templiers. La Spiritus Sancti, incréé et être suprême, Seigneur Dieu tout-puissant et éternel, nous te donnons l'âme de Jacques de Molay et de tous les Templiers martyrs. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bonsoir. Les sectes n'ont provoqué ces dernières semaines aucun épisode spectaculaire de nature à émouvoir l'opinion. Pas de nouveaux massacres. Les médias ne braquent donc pas leur feu sur un fait divers sanglant. Voici pour l'apparence. La réalité nous a semblé tout autre parce qu'un certain nombre de sectes continuent insidieusement, subtilement, à accomplir ouvertement leurs méfaits quotidiens dans une indifférence, il faut le dire, quasi générale. C'est ce que nous allons essayer de vous montrer ce soir, avec des enquêtes portant sur des sectes guérisseuses, où les gourous sont parfois en blouse blanche, puisqu'il s'agit de professionnels de la santé, médecins ou pharmaciens. Deuxième volet du droit de savoir, les sectes apocalyptiques, la plus sinistre et la plus connue, l'ordre du Temple solaire. L'enquête après le massacre du Vercors prend, vous allez le voir, une nouvelle tournure, et quand vous verrez aussi les documents filmés grâce auxquels la secte recrutait, vous comprendrez mieux son expansion. Troisième volet, les sectes de pouvoir les plus difficiles à approcher. La première enquête conduite par Antoine Guélaud, Stéphanie Lebrun, Jean-François Lédin, nous montre comment une jeune femme de 30 ans, Evelyne, mère de 2 enfants, cadre supérieur, tombe dans le piège d'une secte guérisseuse. Evelyne a un cancer. Evelyne a 29 ans quand elle apprend sa maladie, le cancer. La nouvelle va faire basculer sa vie sans qu'elle le sache encore. Son histoire commence dans un grand centre anticancéreux parisien. Les spécialistes qu'elle rencontre ce jour du mois de juillet 1994 la considèrent moins, selon elle, comme un être humain que comme un cas de plus à traiter, un vulgaire numéro de dossier. Traumatisée, désemparée, elle se confie à une amie au cours d'un dîner. Là, elle nous a dit, écoutez, je connais un médecin super qui est homéopathe, qui a traité déjà plusieurs cancers, et vraiment qui pourra être d'une aide précieuse, parce qu'effectivement, ce que vous avez fait Gustave aussi, ils sont fous. Ben, là, je pensais, moi aussi, ils sont vraiment fous. Et elle nous a dit, puisque c'est urgent, parce que bon, mon cas était urgent, ça je l'avais bien noté, je prends rendez-vous pour toi demain. Donc demain, je suis à Lille, je prends rendez-vous à droite, à gauche, etc. Et je t'emmène partout, il n'y a pas de problème, je te prends en charge. Réconfortée, Evelyne se rend à Tourcoing en toute confiance. Pourtant, elle vient d'être sciemment dirigée vers un homéopathe, membre du Cercle du Graal. Une secte guérisseuse particulièrement active dans le nord de la France, adepte des médecines parallèles. Tout cela, Evelyne l'ignore, elle ne se doutera de rien pendant des mois. Ce mouvement recrute en priorité par le biais de cabinets médicaux ayant pignon sur rue. C'est très subtil. Ces gens-là, vous ne les reconnaissez pas. Ils n'ont pas de chapeau, ils n'ont pas de gris-gris. Ils portent des croix, parce qu'il y a des porteurs de croix, mais alors c'est sous le t-shirt. Donc vous ne pouvez pas les voir. Hein. Il n'y avait pas écrit mouvement du Graal. Il n'y a pas de signe extérieur d'une secte? Aucun. Et même au niveau du langage. Même au niveau du langage. Il n'y a aucun signe. Et ça, c'est dangereux? C'est très dangereux, bah oui, c'est ce qui... sinon, je veux vous dire, il y a beaucoup de personnes comme moi qui seraient parties en disant ouais, c'est une secte. Les médecins du Graal croient en la réincarnation et préparent donc leur vie future et celle de leurs patients en refusant la médecine classique. Evelyne tombe dans le piège. La rémission de son cancer du sein est possible, lui dit-on, à la condition expresse d'éliminer la maladie naturellement par les plantes et l'homéopathie, à l'exclusion bien sûr de tout autre traitement. Ainsi, pour l'homéopathe d'Evelyne, la chimiothérapie provoque des métastases et la radiothérapie
des trous dans le corps astral. Il m'a caché que ce que j'avais était plus que grave, que c'était mortel. D'ailleurs, quand j'étais là-bas, je leur faisais peur. Vous voyez mon sein, je leur faisais peur. On m'a demandé de leur écrire des courriers en disant que si jamais je tombais dans le coma, etc., qu'on leur laisse continuer le traitement. Quel traitement? Il n'y en avait pas. J'ai envie de dire le non-traitement. Pour eux, j'étais un cobaye. Alors si j'avais réussi, ils auraient dit peut-être aux autres personnes du mouvement, vous avez vu, elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Mais bon, si j'avais su ce que voulait dire elle l'a fait, je n'y serais jamais allée. Non, j'aime bien la vie. Je ne suis pas morbide. Evelyne nous a confié ses documents, des clichés terrifiants pris au moment où sa mère fait pression pour qu'elle consulte un cancérologue. En effet, pris de panique par l'ampleur de la tumeur cancéreuse, l'homéopathe du Graal confie en catastrophe sa patiente à ce cancérologue parisien renommé. Evelyne craque, ses souffrances sont trop fortes, elle se décide finalement à pousser la porte du cabinet du docteur Koskas. Une consultation d'un genre particulier commence alors. Elle est arrivée avec son idée de dire « Je ne veux ni chimiothérapie, ni rayon, ni chirurgie. Je ne veux rien du tout. De toutes les façons, s'il y a une décision à prendre, vous appelez le docteur devant moi, mon homéopathe de Tourcoing devant moi, et on se met d'accord sur le traitement. » Je suis tombé sur une femme qui avait un cancer du sein énorme, avec des ganglions. C'était plus une tumeur, c'était un sein comme on en voit de temps en temps, qui sont des cancers du sein historiques. Tumeur presque à la limite de l'ulcération de la peau, douloureux, étiqueté abcès selon ce médecin, alors que ça n'est pas du tout un abcès. Alerté par la gravité des faits, le Conseil de l'Ordre des médecins du Nord demande le dossier médical d'Evelyne au docteur Koskas. C'était au début de l'année. Depuis lors, l'homéopathe du Graal n'a pas été inquiété par ses pairs. Vous avez déjà entendu parler du docteur Saint-Omer ? Le docteur Saint-Omer est inscrit au tableau du département du Nord. Il est médecin généraliste et fait partie des médecins qui ont choisi une orientation en homéopathie et acupuncture. On ne peut rien lui reprocher actuellement. Pas que je sache. Le docteur Saint-Omer exerce en effet toujours à Tourcoing. Son carnet de consultation est même plein à craquer. Nous nous sommes rendus à son cabinet. Dans la salle d'attente, de la publicité pour le dernier ouvrage du Graal et une affiche condamnant sans appel le vaccin contre l'hépatite B. Très occupé, il accepte finalement de nous rencontrer. Le mouvement du Graal, vous connaissez? Ah bah bien sûr que je connais. Et vous le définiriez comment? On fait un amalgame. C'est un amalgame, et ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il faudra voir les choses progressivement. C'est une secte? Ça, c'est ce qu'on dit. Qu'est-ce que vous voulez? Là, on est en train de faire un amalgame, en train de faire des mélanges. Mais je pense qu'il faut attendre. Et vous êtes membre du mouvement du Graal? Mais ça, moi, ça fait longtemps, depuis 1988. Vous savez, je serais un bon catholique pratiquant du quartier, j'aurais un problème comme ça, on ne m'embêterait pas. Mais là, comme par hasard, je fais une recherche différente. Du coup, c'est l'occasion. Hein. Quand nous évoquons le cas d'Evelyne, ce médecin se dit étranger à l'affaire. Bon, je ne peux pas parler de ça. De toute façon, hein, s'il y a un problème, on verra avec la justice. Hein. Moi, elle m'a signé un papier comme quoi elle voulait soigner à sa façon. Le seul problème que j'ai eu, c'est de suivre un peu cette façon, mais c'est tout. C'est elle qui avait décidé. Hein. J'ai rien à voir là-dedans. C'est pas vous qui êtes responsable? C'est elle qui a décidé. C'est pas moi qui ai décidé. Moi, j'ai simplement été... Le seul problème, c'est que c'est peut-être par compassion, j'ai accepté de suivre ce qu'elle voulait, c'est tout. C'est la première fois que j'ai un cancer où il y a une situation comme ça. Je n'ai jamais connu ça. Ça fait plus de 30 ans que je soigne des cancers, des maladies, enfin toute maladie. C'est la première fois qu'on me met dans cette situation-là. Vous avez essayé de la soigner quand même? Oui, à partir du moment où elle suivait. Elle suivait le docteur... c'est un cancérologue de Paris, comment il s'appelle déjà? Docteur Koskas. Voilà. Mais elle ne l'a pas suivi. À cause de qui? Ah ben parce qu'elle ne voulait pas. Et qui lui mettait en tête qu'elle ne voulait pas? Oui, c'est simple. Hein. On ne veut pas, ça ne va pas, et après on va reporter ça sur le dos du médecin. Oui, c'est classique. Malgré une cure réussie de chimiothérapie sous la direction du docteur Koskas, Evelyne, conditionnée par les propos subtils des médecins du Graal, retourne à Tourcoing.
Totalement soumise à son gourou en blouse blanche, elle demeure persuadée que c'est son traitement par les plantes et par l'homéopathie qui est à l'origine de son mieux-être. Mais quelques semaines plus tard, son état de santé se dégrade. Le docteur Saint-Omer trouve le remède miracle, un jeûne purificateur. Evelyne obéit et passe 3 semaines dans l'arrière-boutique de ce magasin de produits diététiques de Tourcoing. Elle est allongée, séparée de son mari et de ses 2 enfants, restés à Paris. On ne voulait pas me laisser manger parce que pour eux, il fallait que je continue jusqu'au bout. L'idée, c'était le jeûne allait me purifier. Donc on ne voulait pas me donner à manger pour mon bien. C'était pas malveillant. C'était vraiment pour mon bien parce que dans leur idée, ils voulaient m'aider. Et je pouvais à peine lire, quoi. J'avais pas beaucoup de force. Puis bon, je passais mon temps à pleurer, pas sur mon sort, mais parce que je souffrais. Je dormais d'épuisement, je dormais pas de sommeil parce que j'avais de telles douleurs. On me donnait des petites granules homéopathiques pour soigner une douleur qui était très très violente, là où il aurait fallu presque de la morphine. C'était absolument terrible. Le jeûne, pour nous, c'est une situation qui ne se fait qu'à la fin d'un traitement, quand on a stabilisé le traitement. C'est-à-dire, ça se fait sur proposition, souvent c'est après 2 ans et demi de traitement. Donc ça n'a rien à voir, puisque là, il y avait 6 mois de traitement. Evelyne perd 15 kilos pendant son jeûne. Les visites sont interdites. Seule lecture autorisée, la Bible du mouvement du Graal, écrite par son guide spirituel, Abdrouchine. Les ouvrages à la gloire de la secte, parmi lesquels des contes pour enfants, figurent en bonne place sur les rayonnages de cette drôle de boutique. Le livre sur le monde du Graal, là, qui est là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une revue. Ah, c'est une revue. Comme d'autres revues, les gens piochent là-dedans et puis ils le lisent, soit ici ou ils l'emportent. Oui. La gérante de ce bazar diététique, également conseillère en produits de nutrition, a accompagné Evelyne pendant son jeûne karmique. C'était au mois de janvier dernier. Oui, Curieusement, elle n'a gardé aucun souvenir de son hôte. Ça vous pose un problème qu'on vous montre cette photo? Ben non, mais écoutez, qu'elle dise son nom, Elle s'appelle dites Evelyne. votre nom. Mais Evelyne, Evelyne, ça ne me dit rien, Evelyne. Evelyne, ça ne vous dit rien. Et pourquoi ça me dirait quelque chose? Parce qu'elle a été ici. Mais je reçois beaucoup de gens ici. Mais elle est restée chez vous. Ici, dans cette arrière-boutique, elle a été. Oui, et alors? Et alors, simplement, on voulait savoir si c'était vrai. Et même si c'était vrai, qu'est-ce que ça peut vous faire? Même si c'était vrai. Elle a jeûné pendant 3 semaines. Et alors? Elle affirme ça. Je voudrais savoir. Eh bien alors qu'elle vienne elle-même. Qu'elle vienne elle-même à ce moment-là. Pourquoi? Mais j'ai rien à voir avec vous, monsieur. Mais si vous avez rien à voir avec elle, pourquoi elle va venir? Qu'elle vienne. Vous voulez lui parler? Pourquoi pas? Vous voudriez bien la rencontrer. Que je vois si ce que vous me dites est vrai. Le 28 janvier dernier, pendant son jeûne, Evelyne trouve l'énergie nécessaire pour aller acheter un quotidien local. Elle tombe en arrêt sur un article consacré au mouvement du Graal. À cet instant, ses doutes deviennent certitudes. Elle réalise qu'elle a été embrigadée dans une secte. Elle s'enfuit précipitamment de son lieu de jeûne, direction le cabinet du docteur Saint-Omer. Et alors là, c'est un truc que je pense que je m'en serais toute ma vie. Il m'a répondu, si j'avais su, je vous aurais fait faire de la chimiothérapie. Et alors là, je suis tombée des nues parce que ça faisait 1 an que je lui faisais confiance, que je suivais son traitement dans l'espoir de guérir. Moi, j'ai toujours voulu guérir. Quand même, je suis pas maso. J'ai toujours voulu guérir, donc j'ai accepté mes souffrances dans l'idée de guérir. Et quand il m'a dit ça, tout s'est écroulé autour de moi. Je lui ai dit, vous faites partie d'une secte. Le docteur Saint-Omer est loin d'être le seul médecin lié au mouvement du Graal dans le nord de la France. Ainsi, derrière le pseudonyme du docteur Louis Dasté, directeur de collection aux éditions du Graal, se cache en réalité un médecin homéopathe de la banlieue chic de Lille. D'après ses écrits, un patient peut présenter 2 sortes de maladies. Soit il l'a provoquée dans sa vie présente ou dans celles qui l'ont précédée, soit elle lui est imposée par le destin. Vous écrivez des livres, vous, ou pas? C'est bien, j'écris des livres. Vous écrivez des livres? Vous publiez des livres? Non, je n'écris pas de livres. Non, je ne publie pas de livres. Vous dirigez une collection? Non, je ne dirige pas de collection. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Si je voulais vous le dire, je serais passé chez Pivot. Je ne suis pas passé chez Pivot, donc je n'écris rien. Et le docteur Louis Dasté, vous le connaissez pas? Non, Louis Dasté, qui c'est ça? Non, je ne sais pas qui c'est. C'est un médecin.
C'est un médecin, super médecin, il a fait sa thèse. Qui dirige une collection. Certains y verront peut-être des explications simples dans la loi du mouvement, les lois de l'essentialité, le corps humain, la loi d'imitation. Je veux dire que c'est un langage un peu hermétique pour ce qui me concerne. Vous qui êtes médecin, vous comprenez ou... Enfin, ces termes-là, je ne les comprends pas. En tout cas, ils sont loin de l'enseignement que j'ai reçu de mes maîtres à la faculté. L'homéopathe qui a prétendu guérir le cancer d'Evelyne semble plus loin encore du code de déontologie médicale. Le médecin qui, au nom d'une orientation sectaire, parce que lui-même membre d'une secte, dirait la chimiothérapie, je vous la déconseille absolument. Il est très clair qu'il serait condamnable et qu'il serait condamné. Pourtant, il en existe en France et qui exerce toujours. Alors faites-le nous savoir. Aujourd'hui, Evelyne a 30 ans. Elle est traitée avec un remède éprouvé dans la lutte contre le cancer, la chimiothérapie. J'ai eu honte de m'être fait manipuler, c'est le mot exact, manipuler comme ça. Ça a été terrible. Terrible. Ça a compromis complètement le pronostic de sa maladie. Complètement, donc sa vie. Alors comment cette jeune femme a pu tomber dans ce piège au point qu'aujourd'hui elle a, selon son médecin, vous venez de l'entendre, compromis la durée de sa vie? Eh bien parce que les sectes de ce type prennent un visage nouveau. Elles avancent un visage découvert et s'appuient sur une mécanique subtile que nous démonte maintenant Antoine Guélaud. Cet immeuble cossu du 17e arrondissement abrite une association sectaire. Au fond de la cour, derrière ses volets clos, le siège de l'organisation. Il n'y a ici aucun signe extérieur de reconnaissance. La dénomination même du mouvement est au-dessus de tout soupçon. L'abréviation ACC pour au cœur de la communication. Cette association loi de 1901 présente une vitrine d'éminente respectabilité. D'après ses statuts, sa vocation est humanitaire. Née en 1992, ACC aide les gens à créer leur vie et subventionne des associations dans le domaine de la lutte contre le cancer et le sida. À l'issue d'une réunion publique, voilà comment l'inspiratrice d'ACC présentait son association. Notre association, c'est un peu, je dirais, un laboratoire de recherche. Son point de concentration, c'est le dialogue. Et le dialogue, à n'importe quel niveau. Comment est-il possible de passer du conflit au dialogue avec soi-même, avec les autres, à son travail, même d'une manière planétaire, sans qu'il y ait gagnant et perdant. Point de départ mythique d'ACC, la guérison miraculeuse de Claire Nuer en 1982. La légende veut qu'un médecin américain, Carl Simonton, ait soigné son cancer de l'œil simplement au moyen d'un dialogue. Impressionnée, Claire Nuer importe dans l'Hexagone les méthodes psychologiques de Simonton. Porté au zénith par ACC, ce cancérologue de Los Angeles jouit pourtant d'une réputation sulfureuse dans la communauté scientifique américaine. ACC adopte alors une stratégie marketing très efficace pour répandre en France la bonne parole. Problèmes de maladie, de couple, de chômage, de stress, ACC résout tout, les résultats sont garantis. La presse médicale ouvre ses colonnes à la présidente de l'association, Dominique Maillard, elle-même médecin hospitalier. Cible visée par ACC, les professionnels de la santé, les managers d'entreprise et les enseignants via des mailings publicitaires comme celui-ci. ACC prend son envol, l'ancien nom, clarté, confusion, jugé trop ésotérique, est abandonné au profit du label actuel, plus crédible. Dans la pratique, le système ACC est expérimenté lors de séminaires. 9 jours au cœur de la communication égale 7 875 francs. Ces stages font l'apologie de la dynamique de groupe. L'association au cœur de la communication a des agents recruteurs. Des dizaines de médecins et de psychologues en France et à travers l'Europe sont chargés d'attirer dans les séminaires le maximum de patients. Nous nous sommes rendus chez certains d'entre eux. J'ai fait une formation d'une association qui s'appelle ACC, d'accord, la communication. Il y a un séminaire. Alors c'est un travail, c'est en profondeur. Hein. Faut garder le papier, vous les appelez de ma part. D'accord.
Mais c'est une association, le style loi de 1901 ou... Oui, c'est pris en charge par la formation professionnelle. Hein. Ça peut être pris en charge par votre entreprise. Ah oui. Moi, j'ai vraiment quelque chose à vous proposer, quelque chose qui se passe bientôt à Paris. C'est un séminaire de 9 jours. C'est du 16 au 24 mai. Ça va vous servir si un jour vous avez des enfants. Ça va vous servir dans votre travail. Ça va vous servir dans le business. Ça va vous servir si un jour vous avez un proche qui est malade ou vous-même vous êtes confronté à ça. Ça va vous servir pour tout. Aiguillés, nous nous rendons tels des citoyens ordinaires au siège de l'association à Paris pour en savoir davantage. C'est pas une thérapie, c'est une éducation. C'est-à-dire comment se servir du passé et apprendre de notre passé pour transformer les choses et créer quelque chose qu'on a décidé de créer au lieu de subir nos systèmes, notre contexte, les uns les autres. Et ça a changé des choses dans votre vie? Oui, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Je pourrais prendre une image. Si vous regardez à travers le trou d'une serrure, vous voyez certaines choses. Et vous êtes sûr de voir ces choses-là. Et vous ouvrez la porte et vous voyez qu'en fait ces choses-là, elles existent bien, mais elles n'ont pas du tout le même aspect que quand vous les regardiez au travers la serrure. Il n'empêche que votre réalité à vous, au départ, c'était ce que vous avez vu à travers votre serrure. Peut-être ce qu'on propose dans le séminaire, c'est que vous ouvriez cette porte pour voir que la réalité, votre réalité, elle est tronquée. C'est juste ça. C'est juste vous apprendre à ouvrir ces portes-là et à regarder la réalité. La réalité découverte par Roland Alain au cours d'un séminaire est tout autre. Pour ce sophrologue breton, ACC fait partie des choses qu'on a du mal à oublier. Début 93, il reçoit un courrier de l'association vantant la méthode Simonton. Intéressé, il s'inscrit au stage intitulé « Au-delà de nos limites ». 176 personnes sont présentes 8 jours durant à la Cité internationale universitaire de Paris. La plupart des participants souffrent de maladies graves. Chacun a payé 7000 francs. Dès le premier jour, Roland Alain découvre qu'il est tombé dans un piège. Il se force à aller au-delà de ses propres limites pour rester jusqu'au bout. Ça pouvait aller jusqu'à un engagement total vis-à-vis de Claire-Nuert et d'ACC, engagement que les gens ont dû prendre avec le micro en main, les uns après les autres. De quel engagement s'agit-il? L'engagement d'être bon pour ACC, de faire tout ce que voulait ACC, de revenir, parce qu'il était sous-entendu, et quand je dis sous-entendu, c'est un euphémisme, qu'il fallait pas seulement être présent pour ces 8 jours, mais qu'il allait falloir refaire ce séminaire 3 fois. Et que, plus qu'explicitement, il était dit que si on ne revenait pas, on mettait sa vie en jeu. Alors imaginez ce que peut penser quelqu'un qui est atteint du cancer lorsqu'on lui dit ça. Il ne peut qu'adhérer, je dirais, à ce qui lui est proposé. Sa vie étant en jeu. Penso a te, io non dormo, penso a te. L'esprit du bonheur, Dolce Vita de Christian Dior. Peu d'effets, beaucoup d'effets. Désormais, les fruits de la passion sont signés Fiat. Fiat, la passion nous anime. Calor a créé Volumeur, le premier sèche-cheveux avec des doigts mobiles. Il décolle et gonfle le cheveu en douceur dès la racine. Ça fait de l'effet, mais comment je faisais avant? Calor, personne ne prend autant soin de moi. La force du thé, dans Liptonic, ça éclaircit l'esprit. Ça rafraîchit le corps. Liptonic, frais de corps et d'esprit. Quand on pense compétences, on dit OK pour éco. Pour savourer un bon café toute la journée, Seb a inventé Integra. La cafetière avec un filtre intégré au pot thermo. Avec Integra, le café garde dans son pot thermo tout son arôme et sa chaleur.
de la première à la dernière goutte. Integra, les amateurs de bon café vont apprécier. Seb, c'est bien. 128 francs, c'est le prix de l'action AGF. Vous avez jusqu'au 29 mai pour souscrire. Devenez actionnaire des AGF. Une valeur sûre dans un métier d'avenir. Avoir l'enveloppe mais pas le timbre, c'est un peu comme avoir la douche, mais pas le savon. L'enveloppe pré-timbrée, simplifiez-vous la vie, simplifiez-vous l'envoi. La Poste, on a tous à y gagner. On aimerait retrouver le vrai goût des choses. Avec des amis, on cuirait à même la pierre. Du poisson, de la viande et des petits légumes. Et chacun retrouverait la saveur de la vie en pleine nature. C'est la pirade électrique de Tefal. Tefal, tu penses à tout? Pour goûter au plaisir parfait de fondance, il faut attendre qu'il soit très, très frais. Fondance, c'est très frais qu'il est parfait. C'est moi, je nettoie tout au Karcher. Mon Karcher vitre, il lave, il aspire l'eau sale, sans laisser de traces et en un clin d'œil. Avec mon Karcher vitre, la saleté se tient à carreau. Karcher, du nettoyage d'experts. Reposez-vous, monsieur Bengali. Chez Noroto, les prix des pneus sont toujours très bas. Et jusqu'au 1er juin, le montage est gratuit. Vacances en Rhône-Alpes, choisissez vos couleurs. La finale de la Ligue des Champions. Mercredi 20h20 en direct sur TF1, la Juventus de Turin et l'Ajax d'Amsterdam s'affrontent pour la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Le choc de deux monstres sacrés du football. À Rome, les surdoués de l'Ajax rêvent d'un deuxième sacre consécutif. La finale de la Ligue des Champions, Ajax d'Amsterdam, Juventus de Turin, mercredi 20h20 en direct sur TF1. Tout au long des stages ACC, le thème de l'engagement revient tel un leitmotiv. Il est en réalité omniprésent. Dès le premier jour, les participants sont mis à l'épreuve, soumis à la question. Système de survie. Ils appartiennent. Alors ma question c'est celle-ci. Est-ce que vous êtes engagé à rester jusqu'au bout? Tous nos séminaires ne sont pas comme ça. Si vous décidez de rester, If you decide to stay, on vous demande de vous engager we ask you to commit to staying until the end. tout le temps. For the 9 days. All the time. Le premier exercice, pour moi en tous les cas, c'est un des plus enrichissants. Est-ce que je décide de rester à 100%? Oui, je voudrais ajouter quelque chose, c'est-à-dire que si vous choisissez de partir, venez nous le dire. Ne partez pas comme ça. Le serment de l'engagement ne souffre aucune exception, cela va sans dire. J'ai dit à mes parents, à Daniel et à Michel, que samedi, j'avais une réunion à l'école importante pour moi, That I had an important meeting aussi Saturday at important que le school, séminaire. as important as the seminar. Et maman a dit, So my mother said to my father, faudrait que t'en parles. moi, je peux juste te dire, all I can tell you, que tu peux pas. Parce que ça, c'est peut-être samedi, ou plus, que tu vas avoir cette espèce d'éclaircie à l'intérieur de toi. Est-ce que je suis claire? Choisis d'être là pour les 9 jours, de toute façon. D'emblée, Claire Nuer s'est défendue de représenter une secte, alors que personne n'avait demandé quoi que ce soit. C'est quand même quelque chose, une démarche qui nous a pour le moins surpris.
Alors, et 1, et 2, et 3, et top. C'est chouette, allez, la terre, c'est chouette, avec des jambes. Non. Quelle catastrophe. Alors, une chose qui est absolument interdite. There is one thing that is completely forbidden, c'est d'enregistrer. That is to record what is going on. La confidentialité, c'est la confidentialité. Confidentiality is confidentiality. Je vous demande d'être vraiment de faire cette règle à 100%. So I really ask you to respect this rule 100%. C'est 99 et rien, c'est la même chose. Nous avons demandé à un expert psychiatre, spécialiste de la déstabilisation mentale, d'analyser ACC. Comme matière première, nous lui avons fourni plusieurs heures d'enregistrement vidéo. Jusqu'à présent, les modèles sectaires étaient des modèles fermés, organisés autour d'un gourou ou d'une idéologie, et se mettaient en dehors de la société. Et le titre même qui est choisi par ce groupe, Au cœur de la communication, réinstaure le groupe au sein de la société. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des groupes ouverts, mais qui vont avoir des idéologies parallèles, peut-être parasites, en développant des sortes de réseaux où les gens vont être des initiés ou des adeptes d'un modèle qui n'est pas totalement fermé, mais qui est quand même en rupture avec la structure de société globale. ACC, secte d'un genre nouveau, bien sûr la question embarrasse les cadres de l'association. La réponse, elle, paraît préparée. Pour un secte, qu'est-ce que une secte, c'est quoi? C'est d'arriver à conditionner les gens, à les manipuler de manière à ce qu'ils fassent tous la même chose pour une seule personne. Alors que là, c'est redonner aux gens leur liberté d'action par rapport justement à des besoins qui leur sont propres. Ils détruisent tout. Ils détruisent, d'ailleurs c'est propre à toutes les sectes, détruire votre personnalité normale, culturelle, héréditaire, pour reconstruire un homme nouveau, pour un nouveau monde. L'envers du décor, Paul l'a découvert le printemps dernier. Ce Bruxellois part alors, enthousiaste, direction San Francisco, pour un voyage au cœur de la communication. Il souffre de problèmes relationnels et tente l'expérience ACC pour les résoudre sur les conseils d'une amie très proche. Adhérente de l'association, elle lui garantit 100% de réussite. Pendant 5 jours, Paul vit un calvaire. Ils sont très forts parce qu'il y a une pression constante sur vous. Constante. C'est des longues journées. C'est des journées qui commencent à 8h30, 9h, avec un minimum de break. On vous décourage autant que possible d'aller une fois à la toilette, etc. À la limite, on vous culpabilise. On vous dit que si vous allez à la toilette, c'est que vous n'avez pas envie de guérir, vous n'avez pas envie de suivre le séminaire. On vous le dit devant tout le monde. Hein. Ils vous disent, celui-là va à la toilette. Il n'a pas envie de guérir. Pas un problème. Culpabilisation constante, donc. Vous mangez quelque chose le matin, encore, on vous déconseille de manger, de manger bien. Le premier repas consistant de la journée est vers 4h30, 5h30. Et de nouveau, pression, exercice, même pendant l'heure du repas. Jamais aller manger seul, jamais, entouré de 4-5. Et autant que possible avec un assistant. Roland Alain ne s'est jamais livré à autant d'exercices qu'au cours du stage ACC. Tous basés sur les émotions, ils visent à faire ressurgir les éléments négatifs du passé. Un questionnaire intime est même distribué avant les séminaires, permettant aux organisateurs de cerner la personnalité de chaque participant. Par ces exercices, 14 heures par jour, ACC prétend guérir toutes les maladies. ACC a plus que prétendu guérir au moins le cancer, sinon le sida, puisqu'en permanence, Claire Nuer répétait « Regardez, moi, je suis un témoin, j'ai eu le cancer il y a plus de 10 ans et je suis là. Pourquoi pas vous ?» 110% des personnes venaient là pour guérir leur maladie et leur cancer. Je suis porteuse d'un cancer du sein avec métastase. Je n'allais pas très bien pendant un bon bout de temps et j'ai découvert ACC très récemment, début d'année, grâce à un médecin traitant. Depuis, je vis totalement différemment la maladie, mes difficultés conjugales, les stress du travail. Et je viens ici pour prolonger cette amélioration et pour guérir envers et contre tout. Je me fais fort que Claire Nuer prouve de manière à ce que 1 + 1 est égal à 2 et pas 3.
qu'on guérit du cancer par la méthode qu'elle propose. Elle se substitue quelque part à la médecine. Et ça, c'est profondément choquant. Cet homme accuse l'association au cœur de la communication d'exercice illégal de la médecine, preuve à l'appui. Eric entend parler d'ACC pour la première fois pendant l'hiver 93. Isabelle, sa compagne, lui en parle avec une lueur d'espoir dans le regard. Atteinte du sida, cette jeune infirmière pense alors trouver auprès de ce groupe un réconfort moral. Elle suit régulièrement les stages ACC dont elle relate le déroulement à son ami. Très vite, Eric a des soupçons sur certaines pratiques d'ACC. Elle dormait avec un caillou posé sur la table de nuit. On partait en week-end, il ne fallait pas qu'elle oublie son caillou. Elle avait son caillou près d'elle au quotidien, ce fameux caillou que chaque adhérent possède et qui fait le relais en dehors des stages entre donc la vie profane, la vie à l'extérieur et la vie à l'intérieur de ce groupe ACC. Au début de l'année 94, la fondatrice d'ACC propose à Isabelle une substance miracle contre le sida. Elle invite le couple chez elle, un appartement situé à 2 pas du siège de l'association. Ce produit devait améliorer l'état de santé d'Isabelle très sérieusement et que l'on verrait très rapidement les résultats en termes d'augmentation de T4. Qu'est-ce que c'était que ce produit ? Donc ce sont des petites fioles comme ceci qui représentent 7 jours de traitement. Elles sont emballées dans du papier d'aluminium pour éviter de prendre la lumière. Elles sont conservées au réfrigérateur. Voilà. Il fallait 3 semaines de traitement par mois, 1000 francs la fiole. Ça représente 3000 francs mensuels de traitement. Claire Nuer exige du couple la plus grande discrétion. Et pour cause, le produit est interdit en France. La fondatrice d'ACC leur remet une notice vantant les pouvoirs de la fiole, le 714X. Des malades du sida en phase terminale, souffrant de manière généralisée du syndrome de Kaposi et de dégénérescence avancée, disent avoir retrouvé une santé parfaite après avoir été soignés au 714X. Isabelle était plutôt enchantée par cette démonstration, était très attirée par le traitement. On lui proposait un traitement miracle. À l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement miracle qui soigne le sida. C'est normal qu'elle plonge. L'inventeur du 714X s'appelle Gaston Nessens, prétendu guérisseur, escroc patenté. Inculpé en France d'exercice illégal de la médecine dans les années 60, ce soi-disant biologiste s'est réfugié au Québec, où il connaît ensuite des démêlés avec la justice. Selon Nessens, le 714X vient à bout de maladies comme le cancer, la leucémie ou le sida. Claire Nuer, qui était présent d'ailleurs, nous ont affirmé qu'eux-mêmes se piquaient de façon préventive, nous ont-ils dit, et car ce produit peut agir aussi en termes de prévention. De quelle maladie? Toute maladie, quelle qu'elle soit. Nous avons demandé à un laboratoire officiel d'analyser le contenu de l'un des flacons distribués sous le manteau par Claire Nuer. Il s'agit bien du 714X, un produit à base de camphre, principal composant des pastilles contre la toux. Claire Nuer, la fondatrice d'ACC, aurait vendu à son domicile, au prix de 1000 francs, somme payable en liquide, un placebo présenté comme guérissant le sida et dont le prix de revient n'excède pas 20 francs. Compte tenu des produits utilisés, le coût de fabrication se situe au maximum entre 10 et 20 francs par flacon. Ce qui est énormément choquant, c'est le fait qu'ils nous demandent d'arrêter les traitements, notamment le traitement à la ZT pour le sida, doivent être interrompus pendant l'utilisation du 714X. Et ça, c'est absolument révoltant qu'on puisse demander à un malade d'arrêter son traitement traditionnel. Notre approche ne se substitue pas à un traitement médical classique. Claire Nuer.
Un peu plus d'un an après cette escroquerie, la présidente d'ACC, le docteur Dominique Maillard, démentait toujours l'existence de ces fioles. Des décisions. Dans la perspective de guérir ses initiés et d'aller encore plus loin, toujours plus loin, Claire Nuer a emmené ACC sur les chemins d'Auschwitz. L'été dernier, un séminaire s'est tenu dans ce camp de la mort. 400 personnes y participaient, venues de 33 pays différents. But de ces rencontres inédites, réconcilier l'inconciliable, réapprendre le dialogue, résoudre les conflits. Le slogan de ces journées, Auschwitz, le cancer, plus jamais ça. Claire Nuer, en grande prêtresse du bien. Je pense que je ne lâcherai pas, quoi qu'il arrive, parce que j'ai 2 enfants. Et qu'en tous les cas, je me sens responsable de créer un contexte pour eux qui ne soit pas celui que moi j'ai dû vivre. Et quand je dis pour eux, c'est pour tous les autres aussi. Je me sens complètement co-responsable et je ne peux pas dire... je ne peux pas faire partie de la masse silencieuse. Je ne suis pas une révoltée, mais je pense que vraiment, nous pouvons co-créer autre chose. Et je veux souhaiter, encore, je veux espérer que c'est réalisable. Parce que si c'est pas ça, c'est l'extrémisme qui va gagner. Et alors, il me semble que c'est terrible. Je suis révolté contre cette... qu'on puisse procéder à des manipulations de ce genre, c'est absolument révoltant. Vous en voulez aujourd'hui à ACC ? J'aimerais bien pouvoir refermer ACC comme je referme ce classeur. ACC vous a fait du mal ? Oui. Vous êtes marqué encore aujourd'hui par ACC ? Je serais toute ma vie. Vous leur en voulez ? Oui. Vous leur en voulez le plus, pourquoi ? Parce qu'ils ont détruit ce que pour moi était un projet de vie. Et ils ont dépersonnalisé une personne qui m'était très chère. À jamais ? Je ne sais pas. Les investigations fiscales sont l'un des rares moyens de lutte efficace contre l'activité de ces associations sectaires. D'ailleurs, le dernier rapport parlementaire sur le sujet le recommande. Or, il semble bien, d'après les informations de nos journalistes, que le fisc s'intéresse de près depuis octobre 1995 à l'ACC, c'est-à-dire à l'association au cœur de la communication que vient de nous montrer Antoine Guélaud. Deuxième partie maintenant du droit de savoir avec l'ordre du Temple solaire qui est hélas la plus connue des sectes dites apocalyptiques. On peut considérer qu'aujourd'hui, on est loin de savoir ce qui s'est d'abord passé en Suisse, en France ensuite. 69 morts au total en moins de 2 ans, suicidés ou assassinés. Or, de nouvelles pistes apparaissent, notamment en reprenant la piste de l'argent et celle des amitiés des 2 chefs de la secte, piste suivie par Bernard Nicolas et Philippe Leroux. Voici le seul coupable, Joseph Dimambro, grand maître de l'ordre du Temple solaire. C'est lui qui a programmé la mort de 53 personnes au Canada et en Suisse, aidé par son officier rabatteur, Luc Jouret. L'ordre du Temple solaire n'était qu'un rassemblement d'illuminés qui a implosé dans la nuit du 4 au 5 octobre 1994. Telles sont les conclusions de 3 juges suisses à l'issue de 16 mois d'enquête. Étrange enquête où l'on commence par brûler les décors d'un sanctuaire, indice détruit et donc inexploitable. Une enquête où quiconque peut visiter les lieux du crime plus d'1 an après le drame, emporter des pièces à conviction oubliées comme des produits pharmaceutiques ou alimentaires, toujours à leur place dans le chalet de Salvan. Quand ce ne sont pas des documents comptables au nom de Dimambro, curieusement négligés et dénichés à Morin Heights au Canada, autre lieu du drame ouvert aux visiteurs. Affaire troublante où les familles de victimes qui, selon la loi suisse, n'ont pas accès au dossier, mènent une enquête parallèle. Ainsi,
Rosemarie Jaton, qui a perdu 4 membres de sa famille en octobre 1994, a-t-elle récupéré des documents que la police suisse n'a même pas regardés? Alors, je vais vous montrer. C'est donc 5 enveloppes qui nous sont revenues, qui ont été rendues par la police genevoise. Et il y a la liste des téléphones pour juillet-août pour un attel appartenant à M. Jacques Lévy. Qui est une des victimes du premier massacre. Voilà, il y a 9 pages. En fait, les magistrats suisses n'ont même pas ouvert ces enveloppes. Ces enveloppes nous ont été retournées fermées. Vous pouvez le voir, du reste je ne les ai pas décachetées. Donc il y a là quelque chose de bizarre. Bizarre en effet, car si les enquêteurs avaient pris la peine d'ouvrir ces enveloppes, voici ce qu'ils auraient trouvé. 512 numéros de téléphone en France et aux Antilles, en Suisse ou au Canada. Conversation entre adeptes de la secte quelques semaines avant le massacre d'octobre 1994. Les enquêteurs suisses n'ont pas dit s'ils avaient procédé à ces recherches essentielles. On nous brandit pour expliquer cette lacune manifeste, qui saute aux yeux du simple citoyen, qu'on ne peut tout de même pas, dans une démocratie, en France comme en Suisse d'ailleurs, prendre de telles mesures coercitives à l'égard des citoyens. Il y a les libertés individuelles, comment, des filatures, des mises sous contrôle téléphonique, tout ça ne se fait pas. Bon, on sait que ça se fait au contraire assez facilement et pour des motifs plus futiles d'ordre politique, et même avec si peu de moyens. La réflexion la plus élémentaire nous permet à vous et à moi de se dire mais ça n'est pas possible. Il y a vraiment des lacunes qui sont inexplicables et dont par ailleurs je fais observer qu'aucun enquêteur ne les explique. Donc il faut arrêter de fabuler sur un suicide collectif. C'est un assassinat et bon, j'ai l'impression que les assassins quelque part courent encore. Les assassins couraient encore dans la nuit du 15 au 16 décembre 1995. Dans le Vercors, sur la commune de Saint-Pierre-de-Chérennes, 16 personnes sont retrouvées mortes, tuées par balles, les corps en partie carbonisés. 3 enfants sont au nombre des suppliciés, dont la petite Tania, 6 ans à peine. À ses côtés, sa mère Outé. Edith Vuarnet et son fils Patrick sont là aussi, étendus, assassinés. Le cauchemar se renouvelle et cette fois, Dimambro et Jouret ne sont plus là pour endosser la responsabilité de 16 assassinats de plus. Pourtant, le 3 avril dernier, les juges suisses rendaient leurs conclusions concernant le premier massacre de l'ordre du Temple solaire, comme si le deuxième n'avait pas eu lieu. Aucun élément ne nous permet de croire à la survivance d'un auteur, à la survivance d'un témoin direct ou indirect, et encore moins de le prouver. Aux questions posées, les juges n'ont pas su bien y répondre, ça c'est clair. C'est pour ça que je l'appelle la dérobade. Moi là par contre j'ai une certitude, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont anciens ou encore adeptes, ça je ne peux pas le prouver, qui ont dû savoir ce qui s'est passé en 94 et en 95. Il faut les identifier, il faut prouver qu'ils étaient au courant lors de ces 2 massacres et ensuite les attaquer pour non-assistance à personne en danger. Dans l'histoire de l'ordre du Temple solaire, ce document est inédit et exemplaire. Nous sommes à Sainte-Anne-de-la-Pérade au Canada, une des fermes modèles de l'ordre. Mais ici, point de Templiers. Il s'agit d'abord de recruter. Alors on montre des gens heureux, hommes, femmes et enfants. Ici, tout rassure, on respecte la terre et la vie. Quelques années plus tard, en décembre dernier, André Friedli est assassiné sur le plateau du Vercors. Le processus de distribution au niveau du détail. Oui. Rappelons-nous. Assassiné comme la douce Niki Dutoit, qui vante les mérites de la cuisine naturelle. Massacré avec son bébé et son mari en octobre 1994 au Canada. Dans l'univers, tout est ordonné et à sa place. Dans ce film, on exploite aussi les enfants qui disent leur attachement à ce mode de vie. En 1994 et 1995, 11 enfants de l'ordre du Temple solaire seront assassinés. J'en reviens pas comment on est dynamique. Je sais pas, il y a quelque chose qui me retient. Bon, tu te sens bien, quoi. Le domaine du Sacré-Cœur, c'est un art de vivre. En Suisse, comme au Canada, à la Fondation Golden Way, comme au Sacré-Cœur, des familles entières vivront là en communauté, dans le souci permanent du respect de la nature, de la chaleur à partager, avec l'impression de vivre plus, de vivre mieux. Il n'y avait pas, en apparence, quelque chose qui était négatif.
Et en travaillant tous ces domaines, que ce soit le chant, que ce soit les sons, que ce soit le travail manuel ou agricole, tout ça faisait que nous étions dans un environnement extraordinaire. C'est ainsi que commencent toutes les légendes. Il en sera de même pour nous ce soir. Et je vous dirai tout simplement, c'est une très vieille histoire. Seuls les initiés ont le privilège de voir ce deuxième film réalisé par Jody Mambro. Derrière le visible se cache le secret et pour partager le secret, il faut entrer dans le sanctuaire des Templiers. Les membres de l'ordre du Temple solaire s'y rendent dès que l'ordre est donné, de jour comme de nuit. Les adoubements au son de Parsifal sont impressionnants et lorsque la communion est parfaite, le grand maître entre en contact avec des êtres supérieurs. Le merveilleux le dispute au sacré. À ce moment-là, nul ne se doute que tout n'est que trucage, que Di Mambro et Jouret ont abusé des sincères tout au long de leur vie. La définition d'un escroc, c'est une personne qui est très charmeur, qui a un charisme redoutable, qui sait en fait avoir deux faces. Et je pense que pour des gens crédules, des gens qui tout d'un coup, parce qu'on leur inculque une idée beaucoup plus belle que celle de tous les êtres humains, peuvent se faire duper de cette façon. À l'adepte endoctriné, on peut tout faire avaler. Pour preuve, cette conversation stupéfiante enregistrée par la police canadienne entre Luc Jouret et sa maîtresse, Carole Cadorette, en 93, la mort plane déjà. On a des choses sur ce qui se passe sur la planète. Pas celle-ci, l'autre. Sérieux. Alors là, sur sérieux, il faut passer par une autre. En fait, il faut absolument sortir de l'humain et accepter que je sache. On vivra quelque chose de fabuleux de notre côté. Fabuleux. Parmi les témoins qui intéressent policiers et magistrats, Michel Tabachnik est certainement le plus déroutant. Pour le grand public, il est chef d'orchestre. Mais l'homme est aussi passionné d'ésotérisme. Au début des années 80, il apparaît sur ce document de la fondation Goldenway aux côtés de Di Mambro, son ami. Puis, dès la création de l'Ordre du Temple solaire en 1984, Michel Tabachnik, l'ambassadeur, sera toujours là dans les moments importants, président des cérémonies rituelles de l'Ordre templier. Je suis venu au devant de la scène de l'Ordre du Temple solaire en tant qu'invité pour donner 2 conférences. Donc là-dessus, les gens imaginent naturellement volontiers que quand on apparaît comme ça devant la scène d'un ordre dit mystique ou spirituel, je ne sais pas comment on peut l'appeler, on est dit, en guillemets, parmi des gens importants. Ce document prouve, et de nombreux témoins confirment, que Michel Tabachnik animait des rituels et non pas seulement des conférences au sein de l'ordre, et il portait la cape de Templier. J'ai porté des capes dans le cas suivant, comme je l'ai toujours dit, j'ai donné des conférences au sein de l'Ordre du Temple solaire. Pour les conférences, on a besoin d'une cape? On n'a pas besoin forcément d'une cape. Preuve en est que quand j'ai donné mes conférences dans des hôtels, nous étions en costume cravate. Par contre, j'ai quelquefois donné des conférences dans les commanderies de l'Ordre. À ce moment-là, l'Assemblée était en cape. Je trouvais normal que moi-même je me mette par convention dans la même tenue que l'Assemblée. Est-ce que j'ai revêtu une cape, comme je mets un frac pour diriger, ou que je porte une kippa pour aller au mur de lamentation? Impossible. Seuls les membres d'un ordre templier ont le droit de porter la cape. Les invités restent en costume cravate jusqu'à leur adoubement éventuel. Les gens à qui j'ai parlé ne sont pas morts dans le Vercors, ou ne sont pas morts à Chéry ou à Salvan. Les gens à qui j'ai parlé sont des gens de l'Ordre du Temple solaire, qui étaient des gens qui se réunissaient 1 ou 2 fois par mois pour des réunions qui n'ont rien à faire avec la communauté du noyau dur de M. Jody Mambro. Faux, encore une fois. Lors de ce voyage en Égypte, Michel Tabachnik est entouré de membres de l'Ordre du Temple solaire, dont la plupart sont morts en Suisse en 1994. Il oublie aussi de dire qu'en 1984, il se rend en compagnie de Luc Jouret à Molière, en Tarn-et-Garonne, au siège de l'Ordre rénové du Temple, de Julien Aurigas, ancien chef de la Gestapo française de 40 à 45. En réalité, de 1980 à 1994, Michel Tabachnik ne quittera pas ses amis de l'Ordre du Temple solaire. À ce titre, il reste un témoin incontournable. Autre personnage dans ce double drame du Temple solaire, le docteur Le Gall. Cet homéopathe associé de Jouret est une sorte de gardien du temple. Il vit à l'Ermitage, à Sarian, dans le Vaucluse, une des propriétés de la secte, même s'il affirme n'avoir jamais porté la cape. Je ne suis jamais rentré dans cet ordre. Je n'ai jamais voulu prendre si vous voulez, d'engagement dans cet ordre. Mais
Je peux dire que dans mon cœur, je me suis toujours efforcé, et je m'efforcerai jusqu'au bout d'être un homme au service, ce que nous devrions tous être. Un des policiers tués dans le Vercors vivait sous le même toit que le docteur Le Gall. C'est à partir des fichiers clients saisis chez le médecin qu'ont été lancées les interpellations préventives de membres du Temple solaire voici quelques semaines. Des témoins soulignent enfin l'influence que le docteur Le Gall exerçait sur Patrick Vuarnet. Autre homme, autre mystère autour de Claude Giron. Ce pharmacien de Brest fait partie de l'histoire de l'ordre du Temple solaire. Ami très proche de Jouret, animateur de conférences à ses côtés, il savait la fascination, l'obsession exercée sur le médecin belge par la mort. La mort m'intéresse énormément et je fais à Genève notamment des séminaires de 3-4 jours suivis ou même de 6 jours uniquement sur ce sujet-là. Il pensait que l'homme est fait pour la mort. C'est pas morbide, c'est le fait de voir les choses en face. On sait qu'on va mourir, il faut vivre sa mort. Claude Giron a régulièrement fourni des médicaments aux membres du Temple solaire. Il existerait encore quelques traces comptables prouvant que le pharmacien avait toujours des liens avec certains adeptes entre les deux massacres de 94 et 95. Parmi les 16 corps retrouvés à Saint-Pierre-de-Chérennes, c'est la présence de 2 policiers qui intrigue. On en sait un peu plus aujourd'hui sur ces 2 hommes. Le premier, Jean-Pierre Lardanchet, avait 34 ans. Inspecteur, il est affecté ici au 6e cabinet de délégation judiciaire à Paris. Un homme intelligent, mais secret. Ses collègues ignorent ses liens anciens avec Jouret, comme le montre cette photographie. Une double vie de policier templier insoupçonnable. Ami de Lardanchet, un autre inspecteur plus jeune et timide, Patrick Rostand. Les 2 policiers sont aperçus en Suisse lors du premier massacre d'octobre 94. Entendus, ils sont immédiatement relâchés. Durant l'année qui sépare les 2 massacres, Lardanchet demande sa mutation à Annemasse, aux portes de Genève. Rostand, lui, restera à Paris. Officiellement, les 2 hommes ont rompu tout lien avec l'ordre du Temple solaire. Il n'en est rien. Ces derniers mois, Patrick Rostand, par exemple, est inquiet. Il parle d'un important transfert de fonds vers Monaco. Monaco, où plusieurs ordres templiers ont trouvé refuge. Monaco, où Camille Pilet, mécène du Temple solaire, victime du premier massacre, possédait un appartement. Une des clés de cette affaire, si l'on veut véritablement établir les responsabilités, où qu'elles se situent, et c'est peut-être singulièrement en dehors même de la sphère de cette société secrète, il faudra passer par les questions d'argent. L'argent, une obsession de plus pour Jouret et Dimambro. Des énormes sommes brassées par les Templiers, les enquêteurs suisses n'ont rien retrouvé, ou presque. Sur ce document de 1993, Interpol signale un transfert de fonds opéré par Dimambro de la Suisse vers l'Australie, 460 millions de francs. Les enquêteurs suisses ont conclu qu'Interpol a dû se tromper d'un zéro. Explication sommaire lorsqu'on s'intéresse au passé de Jouret et Dimambro. Cet homme les connaît bien. Roger Facon est inspecteur de police, il travaille depuis 20 ans sur les ordres templiers. De Joe Dimambro, il connaît le passé d'escroc, déjà condamné, mais également son parcours occulte. Il est devenu quelqu'un qui a rendu des services très particuliers. Mais à l'origine, c'est un petit escroc de 2e zone, papillonnant à droite à gauche dans les mouvances rosicruciennes, néo-cathares, néo-templières, maçonniques, enfin butinant, quoi, cherchant visiblement à pratiquer un syncrétisme au niveau de la couverture occultiste pour mieux favoriser ses aspirations d'extrémistes de droite, quoi. Avec Jouret, la situation est à la fois plus claire et plus complexe. Moi, j'ai bien suivi la piste belge. Effectivement, il y a eu un attrait pour l'occultisme de la part de Jouret. Cet attrait, pour moi, est un greffon, quoi. C'est venu se greffer sur une personnalité déjà engagée dans l'extrême droite, qui à un moment se rend compte qu'il a mis le doigt dans un fonds de commerce. C'est formidable pour lui, un leader charismatique qui permet de se faire plaisir, d'exercer le pouvoir, d'avoir l'argent, la facilité, et puis de butiner, de papillonner, pour arriver à la même finalité, une finalité de militant d'extrême droite, en faveur de l'idéologie qui le fascine et qui est la sienne. Dans la famille idéologique de Jouret et Dimambro se dégage Julien Aurigas, ancien chef de la Gestapo française à Brest et leader de l'ordre rénové du Temple, un agent efficace de l'extrême droite européenne dont les liens avec les milieux néo-nazis sont avérés. C'est ainsi que des contacts sont établis avec la loge P2 italienne, dirigée par un ancien fasciste, Licio Gelli. La loge P2 impliquée dans le massacre de la gare de Bologne en 1980, 85 morts.
Dans le même temps, en Suisse, Jouret et Dimambro fréquentent les milieux templiers de l'ordre souverain militaire du Temple de Jérusalem, organisation pseudo-mystique que d'aucuns assimilent à une association de malfaiteurs. J'ai fait mes premiers pas dans cette secte qui était composée de financiers, de très très gros financiers. Il y avait des banquiers genevois, il y avait des hommes d'affaires, de très très gros hommes d'affaires, dont certains d'ailleurs je pense continuent de travailler dans l'architecture, les transactions immobilières internationales. J'ai vu aussi un Africain du Congo, Brazzaville, qui est un commandant d'ailleurs de l'armée. Guy-Pierre Geneuil, lui aussi, a fait partie de cet ordre. Aujourd'hui peintre et écrivain, cet ancien garde du corps du général de Gaulle se souvient de sa courte carrière de templier. C'était une armée secrète. C'est pas autre chose, hein. Il y a eu l'OAS et puis il y a eu... D'ailleurs, j'ai retrouvé des mecs de l'OAS là-dedans. C'était que des voyous, et ils continuent à être voyous. J'ai même connu des Coréens qui sont arrivés à se faire adouber, templier là-bas, pour faire entrer Moon dans les banques suisses. L'homme qui partage au cheval, hein, c'est le symbole, ça veut dire c'est vraiment la fraternité. Et là, c'est l'escroquerie. Alors quelle est la fraternité? Ou alors faut tous être escrocs. Alors moi, comme je suis pas escroc, je suis pas voyou. Vous êtes parti. Bah oui, mais enfin... Voilà donc la grande famille des Templiers dont fait partie l'ordre du Temple solaire. Une filiation d'extrême droite insoupçonnable pour ceux qui ont croisé Jouret et Dimambro. Sauf pour certains qui avaient noté les écarts de langage de Jouret en Martinique par exemple, à l'époque où il parlait de la prééminence de la race blanche. Dans les groupes, lors des séminaires, lors des interruptions, Jouret acceptait d'être approché par les personnes de peau claire, alors qu'il était distant et arrogant, même hautain, à l'égard des autres. Et ça a motivé le départ d'un certain nombre. Plus que jamais, on a vu tous les ingrédients extrémistes et occultistes réunis en une organisation. Pouvoir absolu des chefs, financement occulte, utilisation de structures clandestines, relais financiers, relais politiques, relais au niveau des services spéciaux. Je veux dire, c'est presque trop beau, cette histoire. Et elle doit nous interpeller. L'existence des liens de l'ordre du Temple solaire avec d'autres groupes extrémistes, le travail dans l'ombre de ces faux templiers, adeptes de tous les trafics et financiers de la terreur, élargissent considérablement le champ d'investigation. Parce que l'ordre du Temple solaire n'est pas seul, parce qu'il n'est pas mort, le danger persiste. Bernard Nicolas nous a montré dans son enquête 3 témoins. Ces derniers pourraient être prochainement entendus par le juge d'instruction du tribunal de Grenoble, chargé, vous le savez, d'élucider le mystère des 69 morts de l'ordre du Temple solaire. Pour terminer ce droit de savoir, un document sur les sectes les plus difficiles à approcher, je devrais dire les plus risquées. Les sectes dites de pouvoir, celles qui visent l'infiltration d'institutions politiques, policières, militaires, administratives, dans un but parfois sérieux, parfois plus folklorique, d'une éventuelle conquête du pouvoir. Leur particularité, elles rassemblent beaucoup de nostalgiques de l'extrême droite et bénéficient parfois de financements sérieux, importants. C'est une enquête de Bruno Fouchereau et Jean-Claude Fontan. Octobre 1994, le martyr des 53 victimes de l'ordre du Temple solaire révèle au monde les délires d'une société secrète. La légende des Templiers, surgissant du Moyen-Âge, fascine au point de rendre fanatiques certains de nos contemporains. Les grands maîtres des sectes néo-templières sont au rendez-vous. Tous ont fréquenté l'ordre du Temple solaire. Le triste exemple de leurs frères ne semble pas les perturber. C'est la mémoire de Jacques de Molay, dernier grand maître du Temple, décédé il y a plus de 800 ans, qui les réunit et les émeut. Incréé et être suprême, Seigneur Dieu tout-puissant et éternel, nous te donnons l'âme de Jacques de Molay et de tous les Templiers martyrs
que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce prêtre n'est pas un inconnu des services spécialisés de la police judiciaire. Il fut maintes fois condamné pour escroquerie dans plusieurs pays. Après la prière de cet ecclésiastique, les cartes de visite s'échangent. Un certain Bob nous présente une licence. C'est quoi cette carte? C'est une carte maçonnique? C'est un petit bout de papier. Un petit bout de papier. Moi je l'ai reçu, c'était à l'époque, c'était le directeur de la banque Ambrosio. On a retrouvé pendu là. Calvi, ouais. C'était la loge Nous sommes en présence de l'élite des sectes templières. Comploteurs, mythomanes ou barbouzes s'en donnent à cœur joie. Grâce à une recommandation, nous intégrons le groupe de Bob. Nous sommes alors invités à une cérémonie en la cathédrale américaine. Exquise. 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 Enfin exquise de Gervais. 4 vanilles extraordinaires pour les fous de vanille. 2 grands chocolats. Oh, exquise de Gervais. Elle a un goût exquis pour chacun. Bon, Luc est au tennis, les enfants au mini-club. Et moi, je suis sur un cheval. Je suis bien, j'ai pas mal aux fesses. Non. Non, j'ai pas mal aux fesses. Pas mal aux fesses, non. Pas du tout. Pas non. Club Aquarius, on ne plaisante pas avec les vacances. Moulinex a inventé la friteuse Clean Air. Son maxi-filtre absorbe 2 fois plus de graisse. Enfin, on respire mieux. Il y a aussi une cuve filtrante, comme ça l'huile reste propre plus longtemps. Moulinex, des idées qui changent la vie. Pour préparer vos vacances, Michelin vous invite au voyage et vous fait découvrir en vidéo tout ce qu'il faut voir et connaître sur les plus belles régions de France. Les vidéos découvertes, c'est nouveau et c'est signé Michelin. Une tache sur le rouge et une tache sur le blanc. Moi, pour une efficacité parfaite sur le blanc et la couleur, j'ai choisi Super 3 Mégaperles. Ces perles s'adaptent à chaque température. À 40 degrés, les perles agissent en douceur, pour des couleurs éclatantes. À 60 degrés, leur action est plus intense, pour un blanc impeccable. Une propreté parfaite, c'est les perles. Super 3 Mégaperles. La puissance adaptée pour plus de propreté. Après Itinéraire d'un enfant gâté, Claude Lelouch, Jean-Paul Belmondo, à nouveau réunis dans une aventure inoubliable. Les Misérables, en vente en disque laser et cassette vidéo. Ford présente Galaxy. Un nouveau style de monospace est né. Fluidité des lignes, aisance et élégance, succès garanti auprès des grands et des moins grands. Ford Galaxy, le privilège du style. Le nouveau Rexona est à Lactilium. Parce qu'une journée bien remplie, c'est vraiment du sport. Taxi. Sa formule à Lactilium vous assure une protection maximale. Et vous garde fraîche toute la journée. Et pour longtemps. Nouveau Rexona à Lactilium, parce que chaque jour c'est du sport. Aujourd'hui, SFR invente la facturation à la seconde en France. Excusez-moi.
Allô? Dès la première minute de communication écoulée, vous ne paierez que ce que vous consommez réellement. Bon, je te laisse, j'ai du monde. Encore plus juste, SFR, le monde sans fil est à vous. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Tu m'as manqué. Pourquoi tu m'as appelé? J'ai besoin de toi, David. Le patron m'a mis sur une affaire difficile. Non, ça me concerne plus. Commandant Nerval est mort. Un message pour vous. Ah, merci. C'est une mission comme tu les aimes. Sur le fil, sans chichi. C'est très bien que j'ai un fils de 7 ans. David, il y a un drame. Ton fils a été enlevé à l'hôpital. Tu n'as pas le choix, commandant. Tôt ou tard, tu seras liquidé. Si mon fils meurt, c'est toi que je liquiderai. Il voulait un nouvel avenir, elle va lui rappeler son passé. Commandant Nerval, jeudi 20h50 sur TF1. Tout servi dans la même arme dans l'armée. On revient tous des paras, infanterie de marine. Et moi, j'ai des services spéciaux. Lui, la Légion. Légion Marc, l'infanterie de marine. Alexandre, l'infanterie de marine. Les lieux sont sous haute surveillance. Bob insiste pour que nous soyons acceptés à cette réunion secrète. Après tout, n'est-il pas le grand maître de l'ordre mondial des chevaliers templiers? Ils sont plus de 300, des Français, des Anglais, des Belges, des Suisses, des Allemands et des Autrichiens, mais aussi des Américains, car cette imposante réunion a lieu sous les auspices des Templiers de l'OTAN. Cérémonie religieuse. Let it now be ratified in the official roster of the order. The national commander will be composed of French, NATO, Reserve, Commission officers. Please stand and give the order salute. Bob s'est engagé volontaire en Algérie. Il déserte en 1962 pour rejoindre l'OAS. Membre du SAC, Barbouze du SDEC, il fut impliqué dans quelques sombres affaires. Cet homme est colonel, ancien officier des services de renseignement de l'OTAN. Il a provoqué cette cérémonie. Son but, créer ce jour-là une commanderie parisienne. L'homme qui veille aux intérêts des Templiers de l'OTAN est un Français. Dans l'ombre, il dirige divers groupes dont certains furent proches de l'ordre du Temple solaire. Cette tentative d'hégémonie ne fait pas l'unanimité. Qu'importe, ces complots, cette zizanie vont nous permettre d'infiltrer plus facilement ces modernes chevaliers du Temple. Je te crée, adoube et confirme chevalier de l'Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani. Qui se doute, dans ce public composé de nombreuses personnes sincères, de la présence de militants d'extrême droite et d'individus bien connus des services de police. Parmi ces chevaliers, des gradés, mais aussi des élèves officiers de l'armée française. Que signifie une réunion de ce genre? Une cérémonie où le folklore côtoie sans doute la bonne foi de certains et le machiavélisme d'autres. Comment le doyen de la cathédrale américaine a-t-il pu se prêter à une telle manifestation 4 mois à peine après le deuxième massacre de l'ordre du Temple solaire? Ignore-t-il que ces sectes néo-templières représentées ici sont nées du même creuset que le Temple solaire? Comment ces templiers, militaires de carrière, peuvent-ils se recommander de l'OTAN? Au quartier général à Bruxelles, on nous jure n'avoir jamais entendu parler de ces chevaliers modernes. Nous sommes donc retournés à la cathédrale américaine, mais seul le diacre accepte de nous répondre. Vous me posez une colle. Je n'ai pas été là. Je n'y ai pas assisté, donc je ne peux pas dire grand-chose là-dessus. Donc il n'y a que Monseigneur qui peut répondre à cette question. Je suppose. Est-ce qu'on peut aller le chercher? Je peux aller le chercher, je ne sais pas trop ce qu'il pourra venir, mais vous voulez que j'y aille? S'il vous plaît. D'accord. Bon. Merci. Personne du staff de la cathédrale, donc des responsables de la cathédrale, n'a assisté à la cérémonie. Ce que je pensais déjà, ni lui, ni moi, ni... Ah non, Monseigneur, on n'était pas là.
La réponse a de quoi laisser pantois, mais devant la gêne évidente provoquée par nos questions, nous n'insistons pas. De fait, derrière ces sectes templières où des hommes de bonne foi peuvent être manipulés, se cachent d'autres organisations qui avancent masquées. Un policier français les observe depuis 20 ans. Derrière l'image que l'on donnait, l'image un peu parfois caricaturale du milieu des sectes, il y avait une réalité qui était une réalité beaucoup plus, à la fois plus insidieuse et plus brutale. C'est-à-dire que derrière l'aspect réunionnite, folklorique, pseudo-spirituel des sectes, se dissimulaient les préoccupations d'ordre politique, et je dirais là, touchant à la réelle politique. Notamment par le truchement de l'extrême droite, de la manifestation de l'idéologie d'extrême droite, une volonté affichée d'assurer ce que les théoriciens d'extrême droite appellent la défense de l'Occident. Or donc, dans les années 80, derrière quelques ordres souverains du Temple et autres milices du Christ, se cachaient d'authentiques groupes paramilitaires. Ceux-ci sont impliqués dans une série de crimes et d'actions terroristes. Ce fut l'affaire des tueurs du Brabant. Des hommes cagoulés surgissent dans les supermarchés et ouvrent le feu sur les clients, abattant au hasard hommes, femmes et enfants. Ces massacres vont déstabiliser le gouvernement belge. Une commission d'enquête parlementaire est nommée. Celle-ci met en évidence qu'à travers les cercles néo-chevaleresques, les auteurs de ces tueries ont été manipulés par une puissance étrangère. De même, en France, à Marseille, au début des années 80, l'enquête sur la tuerie d'Oriol, le massacre de la famille de l'inspecteur Massier, fait ressortir que la cellule du service d'action civique, police secrète du mouvement gaulliste d'alors, cachait une secte néo-templière. Le sac et les Templiers, c'est une longue histoire. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors que le communisme menace d'envahir le monde, des structures occultes ont été créées pour servir de noyau de résistance en cas d'invasion soviétique. Templiers et mouvements sectaires furent alors les bienvenus. Cette collaboration est toujours effective. Je ne justifie pas du tout la création de ces structures clandestines dans l'après-guerre. Mais ça peut se concevoir. Je veux dire, si on a un regard lucide d'historien, on est en 47, on est en pleine période de guerre froide. Effectivement, on ne sait pas ce que Staline va faire. Bon, les hommes politiques ne sont pas par nature des enfants de cœur. Et ils sont aussi chargés de prévoir certaines choses. Donc ils mettent en place des structures qu'ils pensent, des structures sincèrement adaptées aux circonstances. Mais en même temps, ils introduisent le ver dans le fruit, si vous voulez. Ils jouent avec le diable, en quelque sorte. Parce qu'ils utilisent des gens qui sont des fanatiques, quoi. Et qui, eux, lorsque la situation va se normaliser, si je puis dire, eh bien, eux vont rester sur leurs vieux chevaux de bataille et vont aller jusqu'au bout. La guerre froide est finie, mais les groupes sectaires défenseurs de l'Occident ne baissent pas les bras. Bob, certain de voir en nous des camarades acquis à sa cause, nous invite à un chapitre provincial de son ordre. Une commanderie templière comme il en existe dans chaque département français. Grâce à un mélange de symboles moyenâgeux et ésotériques, ces hommes et ces femmes s'enferment dans une certaine vision du monde. Beaucoup sont d'anciens militants du SAC ou d'ordre nouveau. Tous rêvent de connaissances ou de pouvoirs miraculeux qui les aideraient à supporter une vie qui ne peut les satisfaire. Je déclare les travaux ouverts de la commanderie Jacques de Molay en cette bonne commune de... Ils sont les maillons d'une chaîne qui rêvent d'instaurer un ordre nouveau sur le monde. Dans l'immédiat, ils se préparent et récitent leurs leçons. Soyez répétés en même temps que moi. Non nobis domine, non nobis sed dominitio da gloria. Non pour nous, Seigneur,
non pour nous, mais en tenant porte la gloire. Je vous remercie. Autre secte de pouvoir, la Nouvelle Acropole. Secte d'Amérique latine qui cache une organisation néofasciste qui entraîne ses membres à la guérilla urbaine. À Paris, dans le 14e, la Nouvelle Acropole se présente comme une association culturelle. Connaissant leur discours et leur méthode de filtrage et de masque, nous nous sommes présentés comme des sympathisants d'extrême droite. Le masque culturel disparaît très vite, on nous propose des cours particuliers. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, enchanté. Nous pénétrons dans les cercles plus secrets de la secte. Là où le véritable discours et les buts authentiques de cette organisation sont enseignés. Même si la raison, entre guillemets, il n'y a pas de preuve sur l'existence de Dieu ou autre, qu'est-ce qui nous permet vraiment d'affirmer que tout cela n'est pas vrai? D'accord? Si la personne le vit à l'intérieur d'elle-même comme une réalité. Après un bref préambule sur le symbolisme et l'ésotérique, ce sont des interrogations bien plus politiques qui apparaissent, des constats négatifs sur le fonctionnement de notre société. Lorsque l'on observe ses propres tendances inconscientes chez d'autres, il y a projection. Si nous identifions celle-ci avec les communistes ou les capitalistes, une partie de notre personnalité demeure en quelque sorte dans l'opposition. Parce que vous comprenez, le système qu'on a choisi, au niveau politique, apparaît comme terriblement inefficace par rapport. En se servant de l'intérêt du public pour la spiritualité, la Nouvelle Acropole diffuse une idéologie fascisante. Ces glissements vers une pensée totalitaire, François les a vécus. Au cours du stage Apollon, on nous remet un livre qui s'appelle L'idéal politique de Livraga, le fondateur de Nouvelle Acropole, dans lequel il y est clairement dit que la société acropolitaine doit être une société non plus basée sur l'humanisme que l'on avait appris par avant, mais l'ébauche d'une société à la fois hiérarchisée et extrêmement autoritaire. Une autre révélation que l'on nous fait, c'est le salut romain, c'est-à-dire ça, c'est-à-dire le signe des acropolitains. On nous expliquait que c'était un symbole d'élévation spirituelle pour aller vers le divin. La Nouvelle Acropole est implantée dans plus de 100 pays. Ses biens immobiliers sont aussi impressionnants que son financement est mystérieux, car cette secte ne fonctionne pas comme les autres. Dans le monde, ils sont plus de 450 000 à croire à l'idéal acropolitain. En France, il serait 7 000 à fréquenter plus ou moins la secte, seulement 3 000 d'entre eux seraient fanatiques et 800 auraient reçu un entraînement paramilitaire. La secte filtre les personnes et n'accepte en son sein que ceux dont elle est sûre de faire de parfaits robots. Ainsi, les secrets sont préservés et la Nouvelle Acropole évite la trahison. L'infiltration de la secte se passe très bien. Le couple dirigeant de la structure française a accepté de déjeuner avec nous. Il est séduit par un projet commercial de jeux d'ordinateur auquel nous leur proposons de collaborer. Oui, je suis plus tranquille. Non? Merci. Non, je suis. Vous n'avez pas vous quitter? Non, faites-vous parce que vous étiez à la fête de la courtoisie. Oui, je lui ai fait un texte. Et un poème. Ça, je m'appelle bien. Je dis, qu'est-ce qu'il fait, ces jeunes que je connais pas? Mais c'est bizarre, hein? Il n'est pas membre de chez nous. Il n'a pas suivi le cursus. Et il nous raconte des histoires qu'on connaît. Nous avions confirmé le rendez-vous avec les gourous de la secte par un courrier. Dans celui-ci, nous nous présentions comme des personnes sensibles à la cause néofasciste. J'imagine que vous devez être comme moi très critique vis-à-vis du monde moderne. Oui. Par rapport à ce... Sur ce point de vue, oui. Non, je me retrouve bien dans ce que vous avez vécu. Ouais. Mais pour construire un monde différent, il faut des individus différents. Oui, d'accord. Des individus. Donc il faut commencer par les individus. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est ça. C'est-à-dire utiliser la très bonne excuse des jeux
pour aller plus loin. Le jeu informatique que nous leur proposons d'éditer les séduit. Ils y voient un nouvel outil pour diffuser leur message néofasciste. Après une rapide enquête, nous apprenons que les congressistes de la secte, les personnalités les plus importantes de la nouvelle acropole à travers le monde, seront amenés en bus à leur château de la cour pétrale. Nous réussissons à identifier la fréquence radio utilisée par le corps de sécurité de la secte. La progression des bus est étroitement surveillée. Albert, les familles arrivent, 2 bus. Une première voiture sur le bord du chemin est prête à bloquer le passage en cas de danger. Une deuxième est là, derrière le bosquet, pour la même raison. La progression du bus est minutée afin d'éviter toute infiltration. 2 voitures famille arrivent, mais je n'ai pas vu les parents signalés par Albert. Albert, les familles arrivent, 2 bus. Hélène, j'écoute. Les congressistes portent tous des badges. Ils sont dévisagés. Seuls les membres inscrits sur la liste pourront rentrer. Petit à petit, nous comprenons en écoutant les ordres donnés sur les ondes que l'ensemble du périmètre autour de la cour pétrale est sous contrôle. Ok. André. Entrez. Ok. Sylvain. Il n'y a pas que le sol qui soit sous surveillance, l'espace aérien aussi. Lorsque nous survolons les lieux pour faire des images aériennes, nous sommes immédiatement repérés. René. Flugzeug auf 9 Uhr. Eine Kamera oder Ferngläser oder was hat? Kann ich nicht erkennen. De retour au sol, nous décidons de nous poster à quelques mètres de l'entrée pour observer ce qui se passe dans le château. Albert. Ok. Très vite, la sécurité est aux aguets. Oui, c'est la même que tout à l'heure, l'espace blanche avec les vitres teintées. Une escouade est envoyée pour nous intercepter. Nous décidons de partir, mais nous sommes pris en chasse. Tu viens juste de partir. Nous préférons nous arrêter. Nous constatons que tout un dispositif de surveillance s'est mis en place autour de nous. Je l'ai suivi, mais je crois qu'elle s'est arrêtée juste après avoir tourné. Terminé. Ouais, la voiture est bien garée au carrefour de Voici-les-Perches. Ok. Nous pouvons affirmer que le corps de sécurité de Nouvelle Acropole est très bien implanté en France et qu'il dispose de bonnes structures de renseignement. Nous avons identifié des sous-officiers et officiers de différentes armes, que ce soit l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine et la gendarmerie. Au niveau de la police, certains membres de la police et des RG sont également infiltrés par Nouvelle Acropole. Vous comprenez que ces atouts servent énormément à la Nouvelle Acropole. Ils peuvent être au courant de différentes affaires judiciaires, identifier par exemple des véhicules, identifier, obtenir le casier judiciaire de certaines personnes qui entrent chez eux ou qui peuvent leur porter du tort. On ne trouve pas que des militaires ou des policiers à la Nouvelle Acropole. Ici, aux côtés du gourou français de la secte, un administrateur principal de l'Office central de développement économique, un organisme stratégique de la CEE. La Nouvelle Acropole est fortement implantée à Toulouse, la capitale française en matière de recherche dans le domaine de l'aéronautique et de la défense nationale. Or, le numéro 2 de la secte dirige à Toulouse la structure par laquelle passent tous les projets dans ces domaines stratégiques pour la France. De nombreux ingénieurs travaillant sur des projets scientifiques, sous-marins nucléaires ou gros porteurs pour l'armée de l'air par exemple, font partie de la Nouvelle Acropole. Cette réussite est le fruit d'un réseau d'amitié qui a facilité l'installation de la Nouvelle Acropole. L'implantation de Nouvelle Acropole s'est faite dans les années 70. Elle a été très bien accueillie par certains conseillers municipaux de l'époque, qui sont encore en poste actuellement, et qui fonctionnaient dans les mouvements d'extrême droite.
Certaines librairies à Paris et en province servent de passerelle entre divers groupes pseudo-initiatiques, l'extrême droite et les sectes. C'est là que les revues s'échangent, que les débats se font, que les amitiés se créent. Certains jouent ce rôle presque inconsciemment, d'autres, comme la librairie de l'Ancre, fait de ce travail une stratégie subversive. Des revues purement politiques au relent raciste côtoient le bulletin Secret et Société, qui soutient de grandes sectes comme la Scientologie ou Moon. Les rédacteurs en sont un militant néo-nazi, un cadre de la droite radicale et un conférencier de la Nouvelle Acropole. Ici, l'on rencontre les leaders de l'extrême droite, par exemple Pierre Sidos, de l'œuvre française. Un groupe de 1000 personnes, très entraînées. Des militants de l'œuvre ont été arrêtés il y a 1 an, alors qu'ils s'apprêtaient à assassiner l'un des chargés de mission de Charles Pasqua. Autre lieu passerelle, la luxueuse revue de l'Originel. Là aussi, les sectes, les groupes initiatiques et l'extrême droite forment un front commun. Parmi les nombreux rédacteurs de cette revue, Christian Boucher, militant national révolutionnaire, en liaison avec l'ETA, le FLNC et les séparatistes bretons. Il dirige un groupe de 500 skinheads, certains d'entre eux sont allés se battre en Croatie. Toujours dans cet organigramme, Robert Cousty, bien connu des milieux templiers et militant de l'extrême droite, membre actif de l'association Liberté pour Rudolf Hess. Autre figure emblématique, Massimo Introvigne, catholique radical, l'un des soutiens d'une secte sud-américaine, travail, famille, propriété. Le principal dirigeant de l'Originel a accepté de déjeuner avec nous. Il nous prend pour des agents des services secrets, prêts à soutenir son action. Donc, si tu veux, le colloque de l'Originel, ça a duré 2 jours, il y avait du monde, et effectivement, il y avait 250 personnes, donc ça intéressait les gens. Le problème, c'est que dedans, il y avait des journalistes aussi. Des journalistes de... Bon, l'excrément du jeudi, par exemple. Serge Faubert, journaliste à l'événement du jeudi, spécialiste des sectes, semble avoir cristallisé la haine du groupe de l'Originel. Il n'est pas un journaliste qui fait son métier honnêtement. Parce que lui, l'intérêt, c'est que ce soit vraiment le bordel qui vende son bouquin. Sinon, ça ne marche pas. D'accord? Ça, c'est clair. Pourquoi vous l'attaquez pas en diffamation? Pourquoi on ne le défend pas aussi? Il y a eu des discussions pour ça. Alors ça, c'est comme la bonne femme qui est, tu sais, celle qui est le copain qui sec, tu sais, madame, on voit la télé tout le temps. Nous apprenons que si notre invité et ses amis n'ont pas exécuté Janine Tavernier, la présidente de l'association de lutte contre les sectes, et Serge Faubert, c'est pour des raisons strictement stratégiques. Ils ne veulent pas en faire une mentire, l'histoire est là. C'est encore pire, tu vois. C'est pour ça que pour l'instant, les gens sont là. Près des sources de la Marne, nous sommes invités à une cérémonie. Le groupe druidique des Gaules nous a invités à un mystérieux rendez-vous. Lentement, nous suivons un convoi avant d'arriver dans une clairière. N'insultez pas les druidiques. Hein. Non, non, attention, hein. C'est pas un musulman non plus, mon ami. Le groupe druidique des Gaules est la partie visible d'une galaxie d'extrême droite. En France, il existe plus de 150 groupes comme celui-ci. Aidez-nous, conseillez-nous. Aidez-nous. Renaisse une patrie plus belle. Renaisse une patrie plus belle. La protection de nos dieux. La protection de nos dieux. Leur but, initier une communauté raciale celtique et insuffler une démarche politique. Un périodique, la Tribune Celtique, tente de faire le lien entre tous les groupes druidiques. Ils se réunissent toutes les semaines dans un café. On est divisé, on ne le sait pas. Voilà, c'est ça le problème. On ne sait pas et on n'est pas structuré. Leur chef, un sympathisant d'extrême droite, utilise l'alibi culturel pour créer des groupes subversifs. Notre problème, il est précisément de faire avancer le plus vite possible l'unité communautaire celtique. Au cours de cette réunion, le druide Sagos, collaborateur de la Tribune Celtique, nous invite pour le lendemain à une conférence de presse d'un bulletin néo-nazi. La réunion se fait dans une salle de l'église Saint-Roch. Le magazine qui est lancé ce soir, c'est Nouvelle Europe, pas de panique. Dans l'assistance, un ancien SS se met en évidence.
la conception national-socialiste. Ben, c'est une application des lois naturelles. Il n'y a pas de démocratie dans le monde, l'animal et tout ça, ça n'existe pas. Arrive le druide Sagos. Il salue l'auteur ésotérique Jean-Paul Bourg, très apprécié des néo-nazis pour ses ouvrages sur le Graal et Tulé. Enfin, la conférence commence. Chers lecteurs, chers clients, et malgré cela, je l'espère encore, chers amis, je vous remercie de... Animateur de la soirée, Philippe-André Duquesne, un militant néo-nazi de longue date. C'est aussi le gérant de la librairie de l'Ancre, recommandée par la Nouvelle Acropole. Les journalistes confirmés, comme Roland Brochet, qui fait le plaisir d'être là aujourd'hui, ont commencé... Le druide Sagos nous propose encore d'assister à une cérémonie d'adoubement de l'ordre du Tribane. Pavlug, Taranis, Epona, Corridwen, Bélénos, Kernunos et toutes les autres divinités du panthéon celtique et indo-européen, je consacre aujourd'hui même le chevalier Uranus, barde de l'ordre du Tribane et de la fraternité du Graal. Les druides qui se font aujourd'hui introniser chevaliers sont des Belges. Awen. Awen. Dans l'ordre du Tribane, ils suivent d'autres Belges, militants d'extrême droite, comme le docteur Ferré, qui n'est autre que le président du Front National Belge. Front National Belge dirigé par des païens et des néo-druides qui ont tombé le masque dès les premières élections remportées. Aïe. Aïe. Aussi délirant que cela puisse paraître, les groupes druidiques jouent un rôle important dans l'extrême droite. Ils sont un terreau pour un fanatisme d'un nouveau genre. Ces hommes et ces femmes se préparent à une guerre sainte pour la race celte. Awen. 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 Les gens doivent vivre dans le concret ce qu'ils apprennent. En effet, nous croyons que le lien qui crée entre les hommes et l'univers par le sens du sacré propre à la foi à souder une communauté doit figurer spirituellement, ce qui implique la conviction qu'il y a quelque chose au-dessus et au-delà de soi, c'est-à-dire que nous sommes reliés par un idéal. Depuis de nombreuses années, cet homme fréquente les milieux de l'extrême droite et du terrorisme. Nous lui avons proposé de le raccompagner. Moi, je sens une situation insurrectionnelle déjà de lutte armée ici. Mais dans une impasse, c'est que ça risque d'exploser. Ouais, c'est sûr. Ouais, moi, j'ai fait partie des autonomes à l'époque des années 70. J'ai vécu en 79 avec une nana qui s'appelle Joël Aubon. Et qui a mis une base dans la tête à Georges Bess au moment d'Action Directe en 86. Après une telle conversation, nous ne pouvions que proposer un verre à ce druide au passé troublant. Alors, moi, je suis pas nazi parce qu'ils n'ont pas été assez efficaces et qu'ils se sont passés la gueule. C'est ce que je reproche. C'était des gamins. Exactement. Des boy scouts. Mais moi, je pense que les années 40, c'était une répétition générale par rapport à ce qui va venir. Hein. Parce que la situation, elle s'en fait pire. J'ai vu un texte où Hitler déclare, mais par exemple en France, mais l'Afrique commence à Strasbourg. En 40. Qu'est-ce qu'il dirait maintenant Vraie ou fausse croyance, société secrète, manipulateur et manipulé, le phénomène n'est pas nouveau. En revanche, ce phénomène est croissant et le nombre de ceux qui se laissent prendre par des structures sectaires est chaque jour plus important. Depuis quelques années, discrètement, ces structures ont commencé à agir ensemble contre le reste de la société.
Leur jonction et passerelle avec l'extrême droite radicale représente un front antidémocratique. Ne l'a-t-on pas sous-estimé? Les adeptes des sectes en France sont plus de 600 000. Voilà, ce droit de savoir est terminé. Le prochain aura lieu le 4 juin. Bonsoir. Si le téléphone sonne, dites que vous êtes en rendez-vous.